Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Campus Magalère, deuxième édition. On a accueilli aujourd'hui à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Campus Magalère, c'est une plongée en direct qu'on vous propose dans le monde de la formation et de la recherche sur le campus de Montpellier. Aujourd'hui, un programme assez chargé, une émission en 3 temps. D'abord, en direct, on profite ici d'un certain nombre d'invités de l'IRD qui vont nous proposer le travail de recherche qu'ils mènent et de formation. Ensuite, vous le savez, un temps avec les étudiants. Et puis, plus généralement, la vie du campus sur Montpellier. Qu'est-ce qui se passe ? Générique. Bienvenue en plateau. Donc vous connaissez maintenant le principe de Campus Magalère. C'est un vaste projet collectif qui réunit sur Montpellier les universités Montpellier 1, 2 et 3, l'université de Nîmes, l'université de Perpignan, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, l'Institut de recherche pour le développement qui nous accueille donc ici aujourd'hui, Montpellier Supagro, le CNRS, Agropolis International et puis le Crous de Montpellier et le Presse Sud de France. Donc je vous le disais, nous sommes ici à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui nous accueille donc pour ce deuxième rendez-vous de Campus Magalère. On avait eu, pour le premier épisode, peut-être la chance des débutants. Rien ne nous sera pardonné aujourd'hui, très certainement. Donc on accueille tout de suite Madame Magali Roubieux. Vous êtes administratrice du centre IRD de Montpellier et vous nous accueillez donc sur votre site aujourd'hui. Tout à fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir décidé d'installer vos plateaux de télévision sur le site IRD de Montpellier. L'IRD France Sud et l'IRD dans sa globalité sont très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui et de partager avec vous un thème, le thème de la recherche et de la formation au Sud, cher à notre institut. Donc c'est un petit peu le thème que vous mettez en avant aujourd'hui, donc beaucoup de formations à destination d'étudiants du Sud. Pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. L'IRD donc, est un établissement public à caractère scientifique et technologique, membre associé du Presse Sud de France. Dans ses missions, il y a une des missions fondamentales reprécisées dans le décret et dans le contrat d'objectifs de l'IRD 2011-2015, qu'est le concours à la formation, à la recherche pour les étudiants français et les étudiants étrangers. Donc ça veut dire accueillir des étudiants étrangers ici, peut-être pour des stages, des thèses aussi, de doctorat, j'imagine ? Tout à fait. C'est à la fois accueillir donc, des étudiants, niveau licence jusqu'au master, des doctorants, et une autre partie du concours à la formation, c'est aussi d'aller au niveau des chercheurs, d'aller sur place, sur le terrain, dans les pays du Sud pour monter des projets de partenariat et d'actions de formation, des actions d'enseignement directement sur place avec les universités de ces pays du Sud. Entendu. Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Je crois qu'on va avoir justement une série d'exemples très précis de ces formations en partenariat avec des pays du Sud. Et on accueille donc notamment sur notre plateau des gens de l'équipe sur les vecteurs et les maladies infectieuses. Alors vous dirigez monsieur Didier Fontenay, directeur de recherche donc à l'IRD, vous êtes entomologiste médical et vous dirigez donc cette unité mixte de recherche MIVEGEC donc sur les maladies infectieuses et vecteurs, alors écologie, génétique, évolution et contrôle. Et vous êtes accompagné donc d'un étudiant qui travaille avec vous, Adama Sanou. Je crois que vous êtes étudiant en thèse ici. Vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites en particulier, mais peut-être quelques mots déjà, Monsieur Fontenay, pour nous expliquer cette UMR, dans quoi elle consiste, sur quoi vous travaillez, quel type de maladies infectieuses sont visées par vos travaux de recherche. Alors, cette UMR est volontairement ciblée sur l'évolution des systèmes infectieux et tous les mots ont du sens. C'est-à-dire que le monde change, le climat change, les aspects socio-économiques également amènent des changements et les maladies infectieuses changent en même temps. Alors l'unité s'intéresse plus particulièrement à des maladies infectieuses qui sont dans les pays du Sud, par exemple la tuberculose, et Adama en parlera, bien qu'il y ait aussi la tuberculose dans les pays du Nord, mais d'autres maladies qui sont plus connues, comme qui sont connues comme le paludisme, la dengue, chikungunya ou des maladies sud-américaines. Donc ce qui nous intéresse dans l'unité, c'est nous sommes à l'interface santé-environnement. C'est comment les modifications environnementales, globalement,
amène des modifications de la distribution et de l'importance des maladies infectieuses. Et nous cherchons également à voir quels peuvent être les mécanismes de contrôle de ces maladies. Donc, au niveau des changements, on pense, j'imagine, en particulier au changement climatique. Généralement, les gens pensent d'abord au changement climatique, mais la composante climatique est assez minime dans les grands changements qui concernent les maladies infectieuses. Les principaux changements sont avant tout environnementaux, que ce soit des changements dans l'agriculture, que ce soit la déforestation, que ce soit l'urbanisation, mais également d'autres changements plus subtils, par exemple les résistances des bactéries aux antibiotiques ou des parasites aux médicaments. Tout ça, ce sont des changements qui amènent à développer des stratégies différentes de contrôle de ces maladies, et nous sollicitons beaucoup d'étudiants, en particulier des pays du Sud, pour pouvoir aborder ces projets et essayer de trouver des solutions. Entendu. Alors justement, vous sollicitez des étudiants, donc vous êtes accompagné de Adama Sanou. Bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez du Burkina Faso et vous menez ici une thèse, je crois, donc sur les travaux sur la tuberculose. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Oui, je viens du Burkina Faso. Ici, je fais une thèse, évidemment en collaboration avec le Burkina Faso, l'IRD de Montpellier et également le laboratoire de bactériologie du CHU Arnold Villeneuve. On vous voit à l'œuvre, là, justement, là, en vidéo. Oui, ma thèse est axée principalement sur la tuberculose, mais également sur le sida. Elle consiste en 2 volets. C'est-à-dire, premièrement, je dois regarder tout ce qui est diversité génétique des bacilles tuberculeux au niveau du Burkina Faso. Et au second volet, je dois voir si les bacilles qu'on isole chez les patients qui ont à la fois la tuberculose et le sida sont génétiquement différents des bacilles qu'on isole chez les patients qui ont la tuberculose seule. Entendu. Et ça permet... Quel est l'objectif d'une telle recherche ? L'objectif, c'est de voir en fait si ces patients qui sont assez fragiles, les patients qui ont le sida, hébergent des bacilles particuliers, c'est-à-dire des bacilles qui sont moins virulents ou bien des bacilles qui sont plus susceptibles à la résistance aux antituberculeux. Et ceci représente un gros facteur de risque pour des épidémies de tuberculose multirésistantes. Entendu. Alors, Monsieur Fontenil, vous avez parlé un peu de maladies. On pense, j'imagine, notamment au paludisme. Alors, on attend de vous le traitement magique et qui va enfin éradiquer la maladie, ou bien ? Oui, bien sûr. Les objectifs des chercheurs, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes de santé publique. Malheureusement, dans l'immédiat, il n'y a pas de solution miracle. En revanche, il y a quand même des progrès très sensibles en ce qui concerne le paludisme, parce qu'il y a simplement une dizaine d'années, on considérait qu'il y avait 1 million de morts chaque année du paludisme, essentiellement en Afrique et essentiellement des enfants. Et les différentes stratégies, par des médicaments contre le paludisme ou par des stratégies de lutte contre les vecteurs, ont permis de passer de 1 million à 650 000 cas l'année dernière. Donc bien sûr, 650 000 cas, c'est énorme, mais c'est un progrès quand même colossal. Donc oui, les recherches qui sont conduites, en particulier par l'IRD dans différents pays, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, ont pour vocation, elles ont un objectif finalisé, qui est pour vocation, à partir de connaissances fondamentales, de proposer des solutions pour, soit thérapeutiques, soit de gestion de ces maladies, et prenant en compte, comme je le disais, l'évolution de ces maladies au cours du temps. D'accord. Alors, Monsieur Sanou, puisqu'on a compris que vous faites partie un peu d'un programme de recherche en partenariat, est-ce que ça veut dire que vous êtes amené ensuite à retourner au Burkina Faso ou dans des pays de la sous-région pour mettre en œuvre votre savoir en Afrique ? Oui, dans les perspectives, je dois retourner au Burkina Faso, évidemment pour faire de la recherche, mais également de l'enseignement. Entendu, donc directement à l'université sur ces questions de santé publique, j'imagine ? Oui, un peu à l'université, mais surtout dans un centre de recherche, le centre Muraz. Entendu. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Donc, on voit peut-être, ou peut-être vous voulez commenter juste ces dernières images en laboratoire ? Oui, en fait, c'est des manipulations en fait, qui consistent à voir en fait, les différences génétiques entre les bacilles tuberculeux que j'ai isolés au niveau du Burkina Faso. D'accord, donc j'imagine que tout ça se fait dans des conditions de protection importantes. Si. Entendu. Écoutez, Monsieur Fontenil, Monsieur Sanou, bonne continuation dans vos travaux. Merci à vous. Alors on est donc, je rappelle toujours, à l'Institut de recherche pour le développement, et donc on continue. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la question de l'adaptation et du développement des plantes.
avec Serge Hamon. Donc vous êtes directeur de recherche ici à l'IRD et vous dirigez cette unité mixte de recherche, diversité, adaptation et développement des plantes. Donc une unité mixte de recherche qui fait des recherches avec donc l'IRD, l'Université Montpellier 2, le CIRAD et le CNRS. Et vous êtes vous aussi donc accompagné d'un étudiant, Fernando Claviro, je crois que vous venez de Colombie. On parlera un petit peu avec vous de ce sur quoi vous travaillez. Mais peut-être quelques mots, Monsieur Hamon, peut-être pour nous définir un petit peu les grands axes de recherche de votre unité mixte. Oui, je vous remercie. Oui, alors vous avez décliné en introduction les 3-4 mots-clés principaux de l'acronyme DIAD. Donc le premier, c'est diversité génétique qui permet à la fois de conserver les ressources génétiques des espèces cultivées et des espèces apparentées aux espèces cultivées, mais également qui permet, et si on n'a pas de diversité, on ne peut pas faire l'amélioration des plantes. Voilà. Ensuite, l'adaptation qu'on peut décliner sous 2 aspects, l'adaptation de la plante pendant son cycle de vie aux conditions de salinité, de sécheresse, mais également sur un plus long pas de temps sur l'évolution des écosystèmes, le changement climatique globaux. Et enfin, le développement de la plante qui se situe à différents niveaux de la plante. Il va de la racine, comprendre comment la racine s'installe, se développe, fait de la symbiose avec ses partenaires, subit également des pathogènes. Et puis, tout ce qui est de la reproduction, mise en passage d'une plante végétative à une plante sexuée, de même passage de la fleur aux fruits, maturation, etc. Donc ce sont ces grands aspects sur les plantes du bassin méditerranéen, des plantes tropicales. D'accord, on peut savoir quelques exemples de plantes en particulier. Alors les plantes, il y a 2 grandes catégories de plantes en fait qui sont d'un côté les céréales avec la plante modèle qui est le riz, que tout le monde connaît, mais également des plantes moins connues comme le mil qui est une céréale des zones sèches, et puis le fonio, le sorgho pour ce qui est des céréales, le maïs également, et puis pour des plantes pérennes, donc tout ce qui est les palmiers à huile, palmiers dattiers, les rubiacées, parmi lesquels il y a les caféiers, le filao qui est notre modèle d'étude pour les symbioses actinorhiziennes. Voilà, donc ça c'est pour les plantes. Avec la jonction avec la formation, donc nous recevons à peu près 50% d'étudiants de l'Université de Montpellier 2, principalement en master 1, master 2, et puis à peu près 50% d'étudiants, plutôt des jeunes chercheurs et des étudiants en thèse des pays du Sud, avec un ratio qui est grosso modo une dizaine de pourcents du Maghreb, 10-15% des pays de la zone subsaharienne, plus l'Asie, 10%, et puis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, une dizaine de pourcents. Et donc, voilà, donc l'Amérique du Sud, d'où vient Fernando Claviro, de Colombie plus précisément. Bienvenue à vous. Donc j'ai vu que vous faisiez un master en biologie des plantes et des micro-organismes, biotechnologie, bioprocédés à l'Université Montpellier 2. Alors ça fait très complexe. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la spécialité sur laquelle vous travaillez? Bonjour. Donc du coup, cette année, j'ai fait un master 2 en biologie fonctionnelle des plantes, plus spécifiquement. Et, c'est la 3e année que je suis reçu dans les centres DIAD. Donc, j'ai commencé par travailler avec du riz, avec des interactions avec des virus. Deuxièmement, j'ai commencé à travailler avec du palmier. Et là, cette année, je travaille avec du filao sur des symbioses fixatrices d'azote pour améliorer la qualité de la fixation d'azote et mieux comprendre les mécanismes entre les plantes et les symbiotes pour essayer d'intégrer mieux dans la recherche fondamentale, la recherche appliquée plutôt. D'accord, alors le filao c'est quoi exactement et qu'est-ce qu'on en tire en fait? Alors c'est une plante modèle. Normalement tout ce qui est symbiose c'est plus caractérisé pour les légumineuses. Les légumineuses qui adaptent mieux l'assimilation azotée. Et nous, c'est Pardon. Excusez-moi, je vais vous passer. oui, si vous avez entendu parler de la barrière verte, par exemple, en Afrique, en fait, ce sont des plantes qui poussent dans des conditions très, très particulières, soit sur des zones volcaniques, comme à l'île de la Réunion, soit dans des zones très sèches, ensablées, comme la ceinture verte au niveau de Dakar, par exemple, au Sénégal. D'accord. Donc ça permet de fixer, j'imagine, les dunes. Enfin, c'est peut-être un peu ça l'objectif dans des zones sahéliennes. C'est une plante en fait qui est adaptée à des zones très pauvres en fait.
Donc du coup, ça serait en plus qu'elle assimile mieux la nutrition minérale, notamment la nutrition azotée. Entendu, pas de filao en Colombie. Il n'y a pas de filao en Colombie, non, et c'est plus développé dans les pays du sud africain ou dans l'Asie. D'accord. Et peut-être une thèse à suivre? J'aimerais bien, mais bon, ça, comme tous les étudiants en sortant des Master 2, c'est surtout les problèmes de chercher ce type de thèse. Chercher plutôt les financements, parce que des sujets, il y en a tellement, mais on est contraint à trouver des financements de plus en plus concurrentiels et de plus en plus supprimés. Donc, du coup. Parfait. Donc voilà, appel au financement. Fernando, merci beaucoup. Monsieur Hamon, merci à vous. Alors on continue avec un nouveau binôme, cette fois-ci les questions de résistance des plantes aux bioagresseurs, avec donc Michel Nicole, vous êtes directeur de recherche ici à l'IRD, bonjour à vous. Oui, bonjour. Et vous dirigez donc cette unité mixte de recherche entre l'IRD, le CIRAD et l'Université Montpellier 2 qui s'intitule Diversité du pouvoir pathogène des nématodes. Ah non, pardon, excusez-moi, non. L'UMR, c'est la résistance des plantes aux bioagresseurs, pardon, RBP. Et vous êtes accompagné donc de Malina Suong, étudiante en Master 2, bonjour à vous. Et vous arrivez de l'Université royale de Phnom Penh au Cambodge. Donc là aussi, vous nous expliquerez un petit peu ce que vous faites ici et ce sur quoi vous travaillez en particulier. Mais peut-être encore une fois, donc 2 mots, Monsieur Nicole, pour nous expliquer un petit peu ce sur quoi vous travaillez, quel type de recherche vous menez dans cette UMR. Bon, la résistance des plantes aux bioagresseurs intéresse 2 grands domaines, celui de la protection des cultures et celui de la sécurité alimentaire. Juste tout de suite pour qu'on soit bien clair, bioagresseurs, c'est des plantes agressives, c'est des petits insectes. Alors justement, on parlait tout à l'heure avec mon collègue Didier Fontenay des problèmes de maladies infectieuses chez l'homme. Nous avons les mêmes problèmes sur les plantes, puisque, comme tout être humain, une plante peut être attaquée par des parasites. Et parmi ces bioagresseurs, nous avons des champignons, des virus, des bactéries, des nématodes et également les insectes. Entendu. Et je crois notamment sur les nématodes, donc vous avez un programme sur le riz, c'est ça? On voit des images qui défilent. Alors au niveau des activités, on couvre un certain nombre de maladies qui intéressent entre autres le riz, mais également le caféier, le bananier et le cocotier. Et l'un des ravageurs sur lesquels nous portons un effort essentiel, ce sont les nématodes, qui sont des parasites qui vivent dans le sol et qui attaquent principalement le système racinaire. Entendu. Donc il s'agit de quoi? De stimuler la plante pour qu'elle puisse se défendre vis-à-vis de cet agresseur? Alors ces recherches sont conduites sur plusieurs axes. L'axe de la diversité génétique, l'axe des mécanismes infectieux du micro-organisme ou du ravageur, la manière dont la plante va se défendre pour résister à cette agression parasitaire, et ensuite la compréhension de ce qu'on appelle également maintenant dans le domaine des plantes, les maladies émergentes. Entendu. Donc là aussi, je pense un grand axe formation, c'est ça? Tout à fait. Formation par la recherche, par l'enseignement, avec des enseignements ici sur Montpellier, dans les pays du Sud, et un accueil d'un certain nombre d'étudiants en thèse, en master. On a actuellement une quinzaine d'étudiants en doctorat qui couvrent à la fois les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine et d'Afrique subsaharienne. Et l'Asie donc. Et l'Asie. Avec donc Malina Suong, bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez de l'Université royale de Phnom Penh et vous êtes ici étudiante en Master 2? En biologie fonctionnelle des plantes à l'Université Montpellier 2. D'accord. Et alors, sur quoi portent vos recherches? On travaille principalement sur les nématodes qui infectent les racines de riz présentes en Asie du Sud-Est. Donc ce que je fais tout d'abord, c'est de déterminer la diversité génétique de ces nématodes. On travaille dans un laboratoire d'étudier les marqueurs moléculaires et biochimiques spécifiques. Et ensuite, on a aussi le travail d'un côté en serre, inoculer la plante, extraire des nématodes. Et on aura aussi une partie sur le terrain où on va collecter les nématodes présents dans les rizières du Laos et du Cambodge. D'accord, donc le nématode, pour rappeler, c'est un ver, c'est une forme de ver. Oui. Donc s'il pénètre dans les racines, j'imagine que c'est très dommageable pour les plantes. Alors connaître les nématodes, ça sert à quoi finalement? Tout d'abord, de caractériser quelle espèce qui est présente en Asie du Sud-Est. Ensuite, qu'on cherche, une fois qu'on connaît les marqueurs. Allez-y, ouais. Ça permet du coup après de mieux lutter contre ce nématode une fois qu'on le connaît mieux. Alors c'est pour de la lutte. De faire une lutte moléculaire durable à ces nématodes. D'accord, donc ça veut dire utiliser des produits phytosanitaires
pour viser ces nématodes en particulier, ou il y a d'autres types de luttes? Alors justement, l'idée de l'ensemble de ces recherches est d'essayer de réduire au maximum l'usage des pesticides et de trouver des solutions alternatives. Et parmi ces solutions alternatives, il y a effectivement ce qu'on appelle la lutte biologique, utiliser la diversité génétique des plantes et des micro-organismes pour mieux gérer en fait ces infections. Malheureusement, on ne pourra pas s'affranchir des pesticides. De toute façon, l'idée, c'est de les réduire et de les gérer au mieux possible. Et ensuite, on a des nouveaux outils basés sur les biotechnologies qui vont permettre probablement de proposer de nouveaux outils pour lutter et contrôler ces parasites et ces ravageurs. Alors, par exemple ? Les outils de la transgénèse qui permettent en fait d'étudier plus finement le rôle de certains gènes à la fois dans l'infection des plantes et dans la résistance mise en place par ces plantes. Et ce sont des outils qui sont couramment utilisés en laboratoire pour comprendre un peu ces interactions entre les plantes et les micro-organismes. Donc ça voudrait dire développer un riz génétiquement modifié capable de se défendre vis-à-vis des attaques des nématodes ? En laboratoire, c'est un peu l'idée, oui, pour mieux comprendre en fait la manière dont les plantes se défendent. Entendu. Et votre terrain, Malina ? Votre terrain en particulier, c'est le Cambodge ou d'autres pays d'Asie limitrophes ? Un petit problème de micro, mais on vous voit donc en laboratoire là, à l'œuvre. Oui. Mais donc vous disiez donc vos terrains en Asie du Sud-Est, c'est le Cambodge en particulier ou aussi Laos, Vietnam ou d'autres pays limitrophes ? Notamment, on a déjà fait le terrain au Vietnam. Et, dans le cadre de mon stage, ça porte c'est le Cambodge et le Laos. D'accord. Très bien, à vous aussi, bonne continuation, bonne fin de master. Merci beaucoup à vous pour votre participation et donc bonne suite à ces recherches à l'IRD. On ouvre à présent un deuxième volet de cette émission, cette fois-ci place aux étudiants. Oui, jingle évidemment pour ouvrir cette page étudiante et qui de mieux que les responsables et les représentants du bureau de la vie étudiante pour nous expliquer un petit peu l'actualité sur le campus. Donc avec nous Tiffaine Aumont, bonjour. Bonjour, donc comme vous avez réussi presque à le dire, je suis coordinatrice du bureau de la vie étudiante de l'Université Montpellier 1. Et donc je vous propose qu'on regarde ensemble une vidéo qui a été justement créée pour vous présenter les missions et les rôles de ce BVE. Donc voilà, bon visionnage. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler du BVE. Vous connaissez ? Le BVE... Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. Le BVE, c'est le bureau de la vie étudiante. C'est une équipe dirigée par le vice-président étudiant et constituée d'étudiants élus provenant de toutes les composantes de l'université. Et bien sûr, il est là pour tous les étudiants. Des étudiants compétents sont à votre écoute pour apporter des réponses à vos questions sur de grandes thématiques universitaires telles que le tutorat, le FSDIE, le sport, la santé, l'international et bien d'autres sujets encore. Alors, pour toute question relative à la vie étudiante, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Par exemple, vous cherchez un relais étudiant à l'université pour répondre à vos questions ? Vous voulez créer une association étudiante ? Vous avez besoin d'un soutien financier dans l'un de vos projets ? Vous voulez partir étudier à l'étranger ? Vous cherchez un logement ? Posez-lui toutes vos questions. Le BVE, c'est aussi un lieu de ressources pour le développement de la vie associative. Il soutient les associations étudiantes et met en place de nombreuses actions. Dès la rentrée, le BVE vous offre l'agenda guide de l'étudiant avec toutes les dates clés de l'année et le journal du BVE qui regorge d'infos sur l'université. Le BVE dirige la maison des étudiants Aimé Chenille, qui est un lieu de création artistique mais aussi de partage et de rencontres. Il est aussi chargé de promouvoir vos projets, que ce soit des expositions, des concerts et même des rencontres sportives. Il gère également le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Budget qui répond à vos besoins pour soutenir vos projets collectifs, mais également vos projets personnels pour ceux qui en ont le plus besoin. Et concernant la citoyenneté étudiante, le BVE participe activement à la promotion des élections étudiantes à travers diverses actions vous encourageant à aller voter. Vous souhaitez devenir acteur de votre université ?
À l'UM1, depuis 2008, le DU Engagement étudiant, gratuit et accessible à tous, vous apporte des connaissances essentielles sur votre université, mais également une réelle expertise en matière de vie étudiante. Bon, j'espère que maintenant vous êtes incollable sur le BVE. Et si toutefois il vous manque quelques réponses, vous pouvez vous rendre sur le site www.univ-momp1.fr, rubrique BVE, ou encore suivre leurs actualités sur les panneaux d'information. À bientôt! Très beau reportage, retour en direct, je vous rappelle, sur le plateau donc, de l'Institut de recherche pour le développement pour Campus Mag LR. Donc on vient de voir un véritable appel à vous consulter au bureau de la vie étudiante. Peut-être une actualité à annoncer ? Oui, alors en 2 mots, en fait, cette vidéo sera bientôt disponible en ligne sur le site de l'Université Montpellier 1 dans la rubrique Web TV. Voilà. Et j'ai vu, Tiffany, que vous étiez étudiante en orthophonie. Ça aide peut-être pour coordonner les activités du BVE ? Je ne sais pas si ça m'a aidé, oui peut-être, mais en tout cas je suis très fière qu'il y ait une orthophoniste au bureau de la vie étudiante, oui. Très bien, merci beaucoup, longue vie au BVE. Alors, 2 étudiants en médecine, c'est Loïc Legris, trésorier de l'association Médicatrel, ils vont nous expliquer de quoi il s'agit, et Adrien, lui président de l'association. Et vous êtes donc tous les deux probablement des pilotes émérites, puisque donc vous allez participer au 4L Trophy, c'est ça ? C'est ça, bonjour à tous. Nous sommes donc 2 étudiants en 3e année de médecine à la faculté de Montpellier. Et nous avons créé une association Médicatrel avec l'objectif principal qui est de participer donc au 4L Trophy 2014 du 13 au 23 février donc de l'année prochaine. Donc le 4L Trophy, c'est un trophée, on voit quelques images. Oula, c'est effectivement voilà. Gros. Donc c'est un rallye qui réunit chaque année à peu près 1400 4L, donc 2800 étudiants. C'est un rallye qui a une part sportive et mécanique, mais nous, la part qui nous a intéressés en premier lieu, c'était la part humanitaire. Donc là, on voit quelques images de notre 4L. On a commencé à la préparer, il y a beaucoup de travail à faire dessus. Voilà, je vais laisser parler Adrien à propos de tout le côté un peu solidaire. Voilà. D'accord, parce que c'est donc un trophée humanitaire, et donc vous avez créé une association Médicatrel. Voilà, c'est ça, donc on a créé une association tous les deux. Donc le 4L Trophy, à la base, d'habitude, c'est donc comme l'a dit Loïc, il y a 1400 équipages, et chaque équipage amène au minimum 50 kilos de fournitures scolaires, de matériel sportif. Et nous, étant donné notre formation, étant donné qu'on est en médecine, on voudrait aussi amener du matériel paramédical et de soins, comme par exemple des solutions hydroalcooliques, de l'alcool, des pansements, etc. Et voilà, et donc étant donné qu'on est beaucoup d'étudiants, ces 50 kilos multipliés par les 1400 équipages que nous sommes a permis de faire, par exemple l'an dernier, 80 tonnes de matériel qui est redistribué aux associations, et notamment par exemple aussi la création de 2 blocs sanitaires et de 2 écoles complètes. D'accord, alors ça se passe au sud Maroc, c'est ça C'est ça, donc c'est un rallye qui se déroule dans le désert marocain, notamment dans le sud à Merzouga. Toute l'action humanitaire est coordonnée en fait par l'association Enfants du désert, qui gère donc la distribution de tout le matériel scolaire, paramédical, etc. à d'autres associations qui sont directement sur le terrain au Maroc. Entendu, donc ça veut dire que vous faites forcément un appel aux dons, un appel à du matériel ? Exactement, donc nous ce qu'on recherche c'est récupérer un maximum de matériel scolaire et paramédical. Et donc nous avons aussi besoin d'un financement. Donc on a lancé sur un site qui s'appelle Solid Air un financement participatif, donc ouvert à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à notre site internet, à notre page Facebook et nous aider à réaliser ce projet. Tous les dons seront les bienvenus. Exactement, voilà, on en a besoin. Ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. La 4L, elle est bientôt prête ? Il y a du boulot, mais on s'y est attelé. Bon travail à vous et bon rallye, et merci pour cette belle initiative. Autre initiative de coopération avec 2 étudiantes de l'association Orthofaso. Donc c'est un projet humanitaire en orthophonie au Burkina Faso. Et donc on a avec nous Camille et Julie. Bonjour à vous. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Déjà vous avez des beaux t-shirts là.
Merci. Bonjour, donc je suis Camille, la présidente de l'association. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, donc pour vous présenter rapidement, on est une équipe de 11 étudiantes en orthophonie, actuellement en 3e année, et on prépare une mission humanitaire de 5 semaines au Burkina Faso pour novembre prochain. Voilà, depuis octobre, on était dans les financements. Maintenant, on commence à préparer le projet avec les locaux sur place. Il faut savoir que notre projet il s'inscrit dans la pérennité. Ça fera la 7e année qu'on se déplace là-bas. Ça veut dire que chaque année, il y a une nouvelle équipe d'étudiants qui prend le relais Oui, c'est ça. Chaque année, depuis, donc, ce sera la 7e année, il y a une équipe qui se rend sur place pour diverses actions. Il y a des actions. Il y a une action, tout d'abord, on propose des consultations dans 2 villes, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Donc l'équipe sera séparée en 2. Il y a des actions aussi de formation du personnel sur place et d'information à la population, et aussi de prévention, donc au niveau du bégaiement et de la surdité. D'accord, donc ça veut dire des consultations éventuellement ou... Oui, voilà, il y aura des consultations qui seront réalisées par nous-mêmes en partenariat avec l'Institut des jeunes sourds du Faso à Bobo et le CEFIS, donc c'est un institut de sourds aussi à Ouagadougou, et des consultations et de la prévention au niveau du bégaiement avec l'association contre le bégaiement. Voilà. D'accord, et alors en retour, vous, qu'est-ce que vous tirez de telle expérience? Tout d'abord, c'est aller proposer notre aide dans un pays qui est en manque d'orthophonistes complètement, qui ne connaît pas vraiment les troubles que cela peut entraîner. Et ensuite, pour nous, c'est une véritable entrée dans la vie professionnelle et puis une expérience riche au niveau humain. Donc vous me disiez qu'au niveau des financements, ça y est, c'est calé, ça veut dire c'est bouclé, il n'y a plus d'appel aux dons Ah si, il y a encore un appel aux dons. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Orthofaso. Il y a un bulletin d'adhésion qu'on peut télécharger. Et voilà, on prend tout soutien, toute remarque, toute suggestion. Entendu, donc adresse Facebook, vous donnez un nom, on trouve facilement. Orthofaso, ORTHOFASO. Voilà, et des images défilées pour montrer un petit peu votre action sur place. Oui. Bon, au-delà, effectivement, comme vous disiez, de cette action humanitaire, je pense que vous allez probablement passer un bon séjour au pays des hommes intègres. Donc bon vent à vous et merci bravo. Merci beaucoup, merci. Allez, on continue. Des étudiants, c'est le défilé. Alors cette fois-ci, donc accueil. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis là pour l'Université Montpellier 2. Donc, je vais juste introduire en fait l'association MUST, Musique à l'Université des Sciences et Techniques. Donc, qui va vous parler de ses activités, notamment de sa future soirée. Voilà. Donc, bonjour, je suis là pour le MUST, c'est-à-dire, comme il a dit, l'association de musique à l'Université des Sciences et Techniques, c'est-à-dire une association de musique basée sur les 3 principes de favoriser la rencontre entre musiciens pour permettre à tout musicien justement de se rencontrer, et ensuite de permettre des répétitions avec 2 amphithéâtres dédiés les soirs à aller aux répétitions. Alors ça se passe où? À la fac des sciences, précisément sur le campus central de l'UM2. Et aussi d'organiser des concerts. Alors c'est quoi les grands genres musicaux des étudiants de... En général, les étudiants de l'association, enfin pas que les étudiants parce qu'on est ouvert à tout le monde. Mais souvent, c'est surtout du rock et des trucs assez modernes, mais on a aussi des groupes de jazz qui passent de temps en temps, et quelques groupes de rap aussi. Entendu. Probablement des annonces de concerts à venir ou... Justement, ce soir, à la Maison des étudiants de l'UM2, on fait un concert avec 3 groupes et des invités de l'atelier Sandwich électronique de l'UM2. Et puis pour la fête de la musique, justement le 21 juin, on fait un concert devant le Charlies. Pour ceux qui savent où c'est, à partir de 18h. En ville donc. Ouais, c'est ça. Alors est-ce qu'il y a des groupes, des vedettes qui sont sortis de la pépinière Must? Pas ce que je sache, non. Pas encore, donc ça à venir. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres types d'activités qui sont menées, donc au-delà des répétitions, des cours, d'autres types d'événements?
On fait pas mal d'ateliers de jam et de musique improvisée justement pour le fun et pour développer toute sa culture musicale. Mais on fait aussi des ateliers de technique de guitare, pas mal, parce que les guitaristes, ils aiment bien s'entraîner entre eux. Et surtout des concerts, en fait. Et vous-même, vous jouez? Et moi, je suis chanteur et guitariste. Parfait. Dans quel groupe? Dans le groupe qui s'appelle British Legion, composé de Britanniques. Et vous jouerez à la fête de la musique? Non, en l'occurrence. Entendu. Bon vent à vous. Merci. Bon futur concert. Merci. Et bonne suite. Culture toujours après la musique, l'écrit, un magazine. Mais voilà, c'est Grabuge. Il est là, c'est le numéro combien? Numéro 3. Le numéro 3 de Grabuge. Alors qu'est-ce que c'est Grabuge? Alors Grabuge, c'est un magazine étudiant qui promeut la culture montpelliéraine. Plus précisément, on essaie de promouvoir la culture des étudiants très actifs sur Montpellier. Et on en profite pour dire des grossièretés à l'intérieur. D'accord. Alors, je vous ai même pas présenté Julien Clément. Oui, tout à fait. Clément est directeur de la publication et étudiant en Master 2 de lettres modernes. Et moi-même, je suis salarié de l'association qui s'appelle La Vie Culturelle, pour laquelle on a effectivement différents médias. Un média radio avec Radio Campus Montpellier, une émission hebdomadaire le jeudi à 18h en direct, où on invite des acteurs de la culture montpelliéraine et du Languedoc. Et donc ce journal bimensuel, donc tous les 2 mois, tire à 2000 exemplaires, qui est entièrement gratos et entièrement écrit par les étudiants, qu'on invite, la main gauche non, la main droite, qu'on invite donc à écrire, à venir écrire en tout cas sur la culture, voilà, à Montpellier, sur les événements campus, mais aussi les événements de la ville. D'accord, donc appel aux plumes. Appel aux plumes, oui. Alors vous couvrez tous les domaines de la culture, j'ai vu des photos, de la musique, vous recensez des festivals, là je vois annonce du festival Arabesque notamment. Oui, qui commence bientôt. Oui, il y a un choix qui est à faire, puisque c'est tous les 2 mois. Effectivement, il fait 32 pages, donc on doit faire des choix sur les films, sur les sorties cinéma, sur les festivals sur Montpellier, les festivals. Et du coup, c'est un peu les étudiants aussi qui choisissent ce sur quoi ils veulent écrire. Et voilà, comme il a dit, avec un ton qu'on essaye un peu grossier, mais jamais vulgaire, un peu impertinent, du moins on essaye. D'accord, alors une parution tous les 2 mois, c'est ça? Et où est-ce qu'on se le procure? Alors on se le procure sur l'UM2, sur l'UM3, dans différents bars, comme le Rebuffi notamment, le Mojomatic ou autres, dans les salles de théâtre aussi, bientôt sur l'UM1, aux presses, bientôt. Et à New York. Voilà. Formidable. Hein, super blague. Merci Clément. Je vais te repasser le micro du coup. Oui, juste pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, on promeut la culture montpelliéraine, on promeut le travail des autres, mais on essaie aussi que ce journal soit un médium d'expression pour les étudiants qui écrivent. C'est également, voilà, on tient à ce que ce soit un vrai objet où les étudiants puissent écrire, prendre des photos, proposer des dessins et faire, exprimer leur propre sensibilité artistique. Et j'ai pas dit de gros mots. Oui, justement, et en parlant d'expression, la couverture est de Nils Berthaud, de la galerie Le Mat. C'est un artiste qui fait notre couve tous les 2 mois. Voilà, il y aura un nouvel artiste pour le prochain, puisqu'on a une actu, c'est la sortie de celui de juin et juillet-août. Parce que là, on en sort un aussi pour l'été, qui couvrira donc ces 3 mois-là. Entendu, donc espace d'expression étudiant et recension de la vie culturelle montpelliéraine uniquement ou plus largement régionale? Plus largement, voilà, régionale, héroltaise, pas le Gard, pas Nîmes. Je plaisante. Justement, notre prochain intervenant est Nîmois, mais un dernier mot? Non, c'est gentil. Non, voilà. Si vous aviez des questions, on n'a pas répondu, mais on a passé notre message, donc merci de nous avoir invités. C'est parfait, c'est noté. Donc Grabuge, on se le procure, vous nous avez expliqué, dans les universités, les bonnes boutiques et à New York pour ceux qui voyagent. Bonne continuation, bon courage pour les prochains numéros. Merci. Bon vent à vous. Il vous a provoqué, là, pas de recension de ce qui se passe à Nîmes. Alors justement, on s'ouvre. Voyage dans le Gard avec une association étudiante Harlem Shake. François, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle François, je suis en 2e année de droit à l'université de Nîmes. Et en fait, je viens ici pour vous présenter les projets qu'on a au niveau étudiant, que ce soit aussi bien avec les assos qu'avec le BVE. Donc cette année, on a été assez actifs. On a été beaucoup dans l'événementiel, on a aussi organisé des concours de sport.
Et je viens vous présenter les 2 derniers événements de l'année qui sont les événements majeurs. Tout d'abord, la finale de notre concours de plaidoirie qui se déroulera le 1er juin. Et surtout, en relation avec le Harlem Shake, le gala de droit de l'université. Attendez, juste 2 mots. Le concours de plaidoirie, donc c'est pour les étudiants en droit qui s'entraînent à faire les avocats ou... Non, c'est ouvert à tous les étudiants. C'est pour ceux qui veulent se tester devant un public, à parler. C'est pour l'ouverture d'esprit. Con los terroristas. The Harlem Shake. Donc voilà, avec cette vidéo, on vous présente notre gala étudiant. C'est le premier gala. Il est organisé par toutes les assos de Nîmes, le BVE, les assos droit, lettres. C'est un très gros événement avec des artistes assez connus au niveau international comme Toxic Avenger, Uppermost qui est signé chez Headbanger. Et en faisant ça, on espère attirer beaucoup de gens et procurer du plaisir aux jeunes. Voilà, pas plus. Headbanger dans la partie, très branché. Bravo. Et ben bonne fête à vous, amusez-vous bien. Merci François. Jingle. Voilà, rendu aux 2/3 de cette émission. Rappel, c'est en direct, c'est à suivre aussi sur la radio, sur la radio Campus Montpellier. Nous sommes donc en direct de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et on ouvre le 3e volet de cette émission en s'intéressant cette fois-ci un petit peu à ce qui se passe, la vie du campus plus généralement. Et on invite sur ce plateau Catherine Nguyen et Younes. Catherine Nguyen, vous êtes référente parrainage internationaux au CRUS de Montpellier, c'est ça, et de Presse de France. Le CRUS de Montpellier, le Presse de France, oui. D'accord, donc vous, ça veut dire que vous êtes chargé d'accueillir les étudiants étrangers qui arrivent sur Montpellier ? C'est ça. On a un dispositif qui permet d'accueillir les étudiants qui arrivent sur Montpellier, les étudiants internationaux. Et donc il s'agit d'un dispositif qui a été mis en place il y a 2 ans. Et donc c'est notre 3e année que nous organisons ce dispositif. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez au-devant des étudiants qui arrivent ou les étudiants qui arrivent savent que ce service existe et viennent vous rencontrer Nous recrutons actuellement des étudiants montpelliérains ou étrangers qui ont déjà effectué au moins 1 an à Montpellier pour accueillir justement ces étudiants qui arrivent de l'étranger. D'accord, donc ça veut dire que c'est un système de parrainage. C'est ça. Dont Younes fait partie, si j'ai bien compris. Younes était parrain l'année dernière et il nous fait l'honneur de se réinscrire cette année pour participer au dispositif. Donc c'est la meilleure personne pour parler du parrainage. Bonjour, alors quelques mots justement sur Younes. Donc vous arrivez de quel pays ? Bonjour, je viens de l'Algérie et j'ai participé à ce événement. C'est enrichissant en fait de rencontrer des gens d'autres nationalités. Ça permet de pratiquer des langues. Dans mon cas, c'était l'anglais et l'allemand. C'est-à-dire que donc vous êtes arrivé, vous avez été parrainé quand vous êtes venu la première année à Montpellier ? Il n'y avait pas justement cet événement l'année où je suis arrivé. Et après, j'ai aimé cette idée, c'est pour ça que je me suis engagé dedans. Voilà. D'accord, alors une première année, vous avez donc parrainé une Allemande, un Allemand, une Anglaise ? J'ai parrainé une étudiante allemande. Le premier jour, elle ne savait pas où aller, qu'est-ce qu'elle doit faire. Heureusement qu'elle avait un logement. Et après, voilà, je lui ai aidé à faire les différentes démarches pour l'inscription et pour aussi lui montrer les itinéraires de la ville. D'accord, donc ça veut dire aider pour le logement, les inscriptions, peut-être les questions de sécurité sociale, de mutuelle, j'imagine, tous les aspects un petit peu techniques du parcours du combattant d'un étudiant étranger qui doit s'inscrire. Donc en fait, le dispositif est mis en place pour faciliter justement l'arrivée des étudiants étrangers en France et à Montpellier en particulier. Et le but est simple, on les facilite d'un point de vue social puisqu'ils connaissent déjà quelqu'un sur place.
également culturel, puisqu'ils connaissent quelqu'un qui connaît la culture française et montpelliéraine, et également linguistique, puisqu'ils peuvent parler avec quelqu'un en français ou même en langue étrangère pour le parrain. Et il s'agit de les aider pour les démarches administratives, pour les guider dans la ville, ou même voilà, pour tout ce qui est questions pratiques dans la vie quotidienne. Et ça veut dire aussi montrer les bons endroits où sortir à Montpellier ? Oui, aussi, même accompagner, s'il le faut. Et aussi, dans les différentes démarches pour la CAF, pour le logement, l'inscription, la vie conviviale aussi. Voilà. D'accord, et donc ça veut dire forcément des belles rencontres. On disait tout à l'heure hors micro, moi j'ai dit forcément il y a des rencontres qui se créent. Vous me disiez c'est pas une agence mythique, mais enfin quand même il doit y avoir des belles histoires de parrainage, non ? Peut-être, mais nous on ne surveille pas. Donc la charte ne garantit pas à 100% que le couple idéal parrain-filleul soit créé, mais nous encourageons tout le monde à participer. Et ça permet voilà, de faire de belles rencontres et, voilà, sociales, culturelles et linguistiques. Parfait. Alors du coup, justement, si on est intéressé par vos services, où est-ce qu'il faut se manifester ? Vous pouvez visiter notre site parrainage-international-montpellier.fr. Vous avez les étudiants jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire et voilà, donc pour être parrain, marraine et ainsi accueillir des étudiants qui arrivent sur Montpellier pour la première fois. Parfait. Bah, écoutez, un très beau projet, effectivement, dont moi j'avais entendu parler dans la presse locale et étudiants. J'aurais, moi, personnellement, apprécié être parrainé ou être parrain. Donc, très belle initiative. Bravo à vous. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. Allez, on continue. Alors, cette fois-ci, on change radicalement de sujet. Direction l'université de Montpellier 2, où on va nous parler donc de nanosatellites. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? On accueille donc monsieur Frédéric Seigné. Bonjour. Oui, bonjour. Aussi, alors pardon, je suis un petit peu perdu. C'est Christelle Denot, je crois, qui est doctorante et qui avait participé à ce projet dont vous allez nous dire probablement deux mots. Voilà, c'est la Fondation Van Allen, qui est une fondation de l'Université Montpellier 2, est là pour promouvoir et permettre de développer des nanosatellites au cœur de l'université par des étudiants de l'université. Alors, je vous arrête tout de suite, un nanosatellite, c'est quoi ? C'est un tout petit satellite ? C'est un tout petit satellite qui fait 1 litre. Et donc, dans ce cadre-là, les étudiants de différentes filières, de différents niveaux, participent à leur niveau à la création de ces nanosatellites, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances et d'appliquer directement leur savoir acquis lors des cours de manière très pratique. Donc, l'idée de cette fondation, c'est de venir mettre l'étudiant au cœur d'un triptyque entre la formation, la recherche et l'entreprise, puisqu'il y a de fortes relations avec l'entreprise. Ce qui leur permet derrière de trouver des débouchés très faciles dans les domaines de technologie. Et ça marche. Ça marche parce que nos étudiants, qu'ils soient en L1, L2, L3, DUT, Master, trouvent derrière des positionnements dans des stages dans des entreprises et derrière des emplois. Et concrètement, la Fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finance les stages, elle finance des thèses, elle finance l'échange d'étudiants avec des universités étrangères, justement pour pouvoir permettre à ces étudiants de se placer derrière. Et vous avez Christelle ici, qui est justement une des porteuses de projets de ces nanosatellites, qui va pouvoir vous donner son point de vue d'étudiant et ce que ça peut lui apporter. Et c'est donc un projet que vous développez particulièrement sur Montpellier ou bien il y a d'autres villes où vous êtes partenaire ? Oui, l'idée c'est de faire de Montpellier le centre national des nanosatellites universitaires. Alors Christelle, qu'est-ce que c'est que ces nanosatellites et qu'est-ce qui vous a amené dans ce sujet ? En fait, un nanosatellite, tout simplement, c'est un petit satellite qui fait 1 kg, qui a une expérience scientifique et qui est développé par des étudiants encadrés par des professeurs. Ces étudiants peuvent venir de différents horizons, notamment de l'IUT de Nîmes, l'IUT de Montpellier, Polytech Montpellier et la fac de sciences participent tous et apportent leurs compétences à chaque partie où il est nécessaire d'avoir ces compétences-là. C'est-à-dire que dans 1 kilo, dans une boîte d'1 kilo, on développe une expérience qu'on veut voir évoluer, j'imagine, dans l'espace, c'est ça ou... Exactement, dans un boîtier d'1 kilo, on a une expérience, on a une carte qui va permettre de communiquer avec le sol et de nous renvoyer les données d'expérience. Et on a tout ce que l'on peut trouver dans un plus gros satellite, mais miniaturisé. Alors, en l'occurrence, vous allez en envoyer un, vous en avez déjà envoyé un dans l'espace ? Effectivement, on a envoyé un satellite qui s'appelle Robusta. Il a été envoyé l'année dernière, en février 2012, et il vole encore actuellement. C'était le premier nanosatellite universitaire français.
Et maintenant, nous développons d'autres projets spatiaux parmi ces activités-là, et notamment le projet Friends qui nous permet de faire une collaboration avec l'université de Moscou. D'accord. Et alors, ce satellite, il va tourner combien de temps encore ? Il va tourner encore 1 an et demi. La durée de vie de ces satellites-là, c'est environ 2 ans et demi. D'accord. Alors, de quel type d'expérience s'agit-il dans celui-ci ? Le premier satellite, c'était une expérience scientifique propre à notre laboratoire, puisque nous sommes dans un laboratoire qui étudie l'effet des radiations sur les composants électroniques. Et donc c'était l'objet de ce premier satellite-là. Le deuxième projet, c'était en gros une reproduction du premier projet, mais le but là, c'était vraiment de faire communiquer les étudiants entre la France et la Russie. D'accord. Et la Russie, c'est quelle équipe vous travaillez ? On travaille avec l'université Bauman de Moscou. C'est une des plus prestigieuses universités qui a un programme spatial en Russie. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bravo pour cette initiative et bonne continuation à ce satellite. Merci. Merci à vous. Direction Nîmes. Bonjour Madame Catherine Bernier-Boissard. Bonjour. Vous êtes responsable d'un master qui va naître. Alors on est toujours évidemment ravis d'annoncer la naissance d'un nouveau master à l'université de Nîmes. Un master de management des projets urbains durables qui va s'ouvrir donc à la rentrée de septembre 2013. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit Voilà, alors il s'agit d'un master effectivement qui est destiné à former des managers de projets urbains durables et qui est cohabilité Université de Nîmes et École d'architecture de Montpellier. L'école des mines d'Alès est également associée à ce master, c'est-à-dire que ce master en fait a 3 parrains à sa naissance et il s'adresse à des étudiants qui viennent de formations différentes, qui viennent aussi bien d'écoles d'architecture que de géographie, de sociologie, de droit ou d'économie. L'intérêt de l'association Université de Nîmes, École d'architecture de Montpellier, c'est de réunir des compétences assez différentes et une équipe pluridisciplinaire qui est orientée vers une formation par le projet, puisque les étudiants seront placés en situation de projet. La particularité également de cette formation, ce qui ouvre à la rentrée 2013, donc en septembre 2013, c'est d'avoir deux enseignements spécifiques qui n'existent pas ailleurs. Un enseignement sur la prospective territoriale, donc il doit permettre aux futurs urbanistes de comprendre effectivement ce qu'ils font dans le temps, dans la durée. Et puis également, grâce à l'association avec l'École des mines, un enseignement sur le risque qui doit permettre aux futurs urbanistes donc, de mesurer, d'évaluer, de mieux connaître les risques naturels et technologiques. Oui, parce qu'on sait que dans les documents d'urbanisme, il est souvent question de risque d'incendie, de risque d'inondation. Il y a une grosse législation, notamment quand on travaille sur les plans d'occupation, enfin les plans locaux d'urbanisme et autres. Donc ça veut dire que les étudiants d'urbanisme n'étaient pas assez formés à ces questions-là précédemment ou... C'est-à-dire que la réglementation évolue considérablement et puis que les mutations aussi climatiques, que les mutations de l'environnement imposent une meilleure connaissance de tous ces phénomènes. Et nous avons la chance d'avoir une école des mines qui a un institut du risque et qui donc peut mettre ses compétences au service de cette formation. D'accord. Et le deuxième volet, vous disiez la prospective. On en vit actuellement une à Montpellier avec ce projet de prospective Montpellier 2040 avec le cabinet Seki Vigano. Donc ça veut dire que c'est un peu dans cet esprit-là que vous imaginez former des étudiants capables de voir à long terme comment la ville peut se dessiner ? Voilà, tout à fait. Effectivement, Montpellier est un bon exemple avec l'expertise de Seki Vigano aujourd'hui. Et cette prospective de type participatif, c'est-à-dire que effectivement, les urbanistes doivent être capables également de comprendre les logiques des futurs usagers, des habitants de la ville, doivent être capables de dialoguer non seulement avec les maîtres d'ouvrage, avec les collectivités, avec l'État, avec les sociétés d'économie mixte, mais également avec les habitants, avec tous ceux qui sont concernés par l'usage de la ville. Et alors les débouchés qui s'offrent à une telle formation ? Alors les débouchés, eh bien, ce sont des métiers, tous les métiers de l'urbanisme qui ne sont pas des métiers d'architecte, hein, qui sont beaucoup plus larges et plus diversifiés. Et donc au sein des collectivités territoriales, les étudiants auront la possibilité d'ailleurs de préparer les concours de la fonction publique, au sein des services de l'État, mais également des bureaux d'études, des agences de l'urbanisme, des sociétés d'économie mixte associées aux collectivités ou divers maîtres d'ouvrage. Et alors la profession d'urbanisme est toujours pas protégée comme celle d'architecte ?
Alors, la profession d'urbaniste, effectivement, est une profession qui est plus, disons, plus floue encore aujourd'hui, mais qui a tendance quand même à devenir plus réglementée. Il y a un office, il y a une association des professionnels de l'urbanisme, avec laquelle d'ailleurs nous sommes en relation, avec laquelle nous travaillons. Il y a des labellisations de la formation, mais il y a encore des évolutions à venir dans ce domaine. Entendu, j'imagine que ce type de master participe de cette évolution. Une adresse, un contact, si on est intéressé à avoir le détail de cette formation? Alors, bien entendu, toute l'information est sur le site de l'Université de Nîmes, www.unime.fr, et également sur le site de l'école d'architecture ENSAM Montpellier. Parfait, écoutez, bonne chance et bon vent à ce master, donc rentrée en septembre 2013. Rentrée septembre 2013, et nous recueillons actuellement les candidatures. Parfait. Merci. Merci à vous. La biodiversité, la ville fête la biodiversité comme chaque année. Michel Bonnet, vous êtes le responsable du service patrimoine et développement de la direction du paysage et biodiversité de la ville de Montpellier, et Paola Dias d'Agropolis International qui, conjointement à ce festival, nous propose un petit théâtre de la biodiversité. Alors peut-être quelques mots sur cette fête de la biodiversité. On en a la combienième édition? Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda? À quoi doit-on s'attendre? Oui, bonjour. Donc effectivement, nous en sommes à la 5e édition. Donc la ville de Montpellier fête la biodiversité. Donc c'est une manifestation ludique qui regroupe les acteurs de la biodiversité sur Montpellier, donc à la fois les institutionnels et puis les associatifs. Et donc on regroupe cette année encore plus de 40 partenaires qui vont permettre sur ces 2 journées du 24 et 25 mai prochain, donc vendredi et samedi, accueillir les Montpelliérains. Donc la première journée s'articulera essentiellement le vendredi sur l'accueil des scolaires, des classes. Donc on devrait avoir entre 600 et 700 enfants sur l'esplanade. Et puis le samedi, la journée sera plus particulièrement consacrée à l'accueil du grand public, avec donc les différents stands qui proposeront des animations, des présentations et donc des explications sur la biodiversité en ville en particulier. Voilà. On voyait des images qui défilent pendant que vous parliez, donc effectivement des enfants, des scolaires, et puis forcément le grand public de l'esplanade de Montpellier. Donc la biodiversité cette année encore qui fait son petit théâtre. Paola, si vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne. Alors le petit théâtre de la biodiversité, c'est une des animations qui devient un peu chronique à la fête de la biodiversité. Ça va être la 4e édition. C'est une idée originale de Luc Gommel de la Fac des Sciences qui a failli s'appeler les Guignols de la science, et puis on s'est dit on va peut-être attendre que l'autodérision chez les chercheurs soit un peu plus développée. Donc ça s'appelle le petit théâtre de la biodiversité. Ça consiste en un castelet qui est mis à disposition des chercheurs, et les chercheurs viennent derrière ou devant se mettre en scène et raconter leurs recherches d'une façon un peu ludique. Donc ça peut être sous forme de jeux de rôle, d'animation, d'histoire, de contes. Et il s'agit de rendre compte un peu de la grande biodiversité des études sur la biodiversité dans la région de Montpellier, la biodiversité des chercheurs qui étudient la biodiversité aussi. Et donc les personnes qui font leur présentation de leurs travaux ont une demi-heure pour raconter des histoires, interagir avec le public. Donc le premier jour, c'est surtout avec des groupes scolaires. Et le deuxième jour, c'est avec grand public, grand et petit public. Et donc, il s'agit d'essayer de raconter d'une façon un petit peu différente ce qu'on fait, d'une façon moins orthodoxe qu'avec un PowerPoint, des choses sérieuses qu'on raconte dans les colloques. Et l'idée, c'est d'interagir avec le public le plus possible. Et donc, les chercheurs mis à contribution sont issus des membres d'Agropolis International. Donc, Agropolis fait son rôle de fédérateur, de mobilisateur des forces de la communauté scientifique. Donc il y a toutes sortes de thèmes, ça peut être la biodiversité, l'évolution chez les poissons, la biodiversité du maïs ou de choses alimentaires. Du coup, des fois, ça donne lieu à des dégustations, par exemple. Donc il y a vraiment des animations très variées, c'est un peu à l'imagination des chercheurs. Et voilà, donc toute l'information sur le site d'Agropolis. Alors voilà ce que j'allais dire, des informations sur le site d'Agropolis International. Ouais, Agropolis International, www.agropolis.fr. Et le site de la ville, forcément, pour la fête de la biodiversité. Voilà.
Et en première main, l'affiche du Petit Théâtre de cette année, qui n'est pas encore sortie. Voilà. Eh ben, merci à vous. Merci. Bonne fête, bonne édition. Théâtre, il en est toujours question. On accueille monsieur qui est directeur du Petit Théâtre. Le Théâtre de la Vignette. Oui, excusez-moi. Alors vous êtes monsieur, excusez-moi, je suis perdu tout d'un coup. Monsieur Frédéric Saccard. Donc directeur du Théâtre de la Vignette, accompagné de Franck Berger. Vous êtes délégué culturel du Crous de Montpellier. Vous allez nous expliquer un petit peu in vitro le printemps de création étudiant, mais donc à l'université Paul Valéry Montpellier 3, il se passe donc l'Erstück, une pièce d'apprentissage. De quoi s'agit-il ? Alors l'Erstück, pièce d'apprentissage, c'est un festival, un temps fort qui clôture la saison du Théâtre La Vignette. Donc au Théâtre La Vignette, on a une programmation professionnelle tout au long de l'année. Mais en ouverture de saison, donc au mois d'octobre, on a un temps fort qui s'appelle Open, qui est destiné au spectacle d'étudiants et d'élèves sortant des formations supérieures d'art dramatique. Et l'Erstück donc clôture la saison, elle, avec des spectacles issus de l'université Paul Valéry. Au total, 9 spectacles qui s'inscrivent tous dans une démarche de théâtre universitaire. Donc à savoir une démarche qui lie étroitement formation et recherche. Et tous ces spectacles sont issus de contextes assez différents, même s'ils s'inscrivent donc dans cette démarche de théâtre universitaire. D'accord, donc c'est les étudiants qui ont mis en scène ces spectacles, ou il y a des relations. Alors il y a plusieurs contextes. Il y a par exemple un spectacle qui rassemble l'ensemble des étudiants de licence 3 du département d'études théâtrales, qui a été encadré par les enseignants du département d'études théâtrales. De même, il y a 6 masters pratiques d'études théâtrales. Donc ce sont des étudiants qui sont en master d'études théâtrales et qui réalisent un spectacle dans le cadre de leur master. Mais à côté de ça, on a également d'autres spectacles qui, eux, viennent des ateliers que l'on destine à tous les étudiants, là, quel que soit leur cursus. Par exemple, nous avons commencé ce festival avec un spectacle qui s'appelait Les Visionnaires, issu d'un atelier de théâtre baroque. Et puis, on a également une soirée avec 3 spectacles issus des ateliers que le Théâtre La Vignette propose à tous les étudiants, et qui, un atelier travaux pratiques dirigé par une metteur en scène professionnelle, voilà, et qui donne lieu effectivement à 3 spectacles produits par les étudiants eux-mêmes. Entendu. Et les spectacles, c'est en cours actuellement, hein ? Voilà, ce soir, nous avons un spectacle à 21h qui s'intitule Musical, un texte de Jean-Luc Lagarce. D'accord. Et le programme, on se le procure sur une adresse internet, j'imagine ? Oui, théâtrelavignette.fr. Parfait. Franck Berger, donc vous animez in vitro ce printemps de la création étudiante. Donc je rappelle, vous êtes le délégué culturel du Crous de Montpellier. Oui. Alors de quoi s'agit-il ? J'imagine quelques semaines d'effervescence culturelle dans tous les domaines. Bon, c'est en écho de ce qui vient d'être dit par Frédéric actuellement, c'est-à-dire que c'est un temps aussi spécifique qui se passe au Trioletto, donc qui est le théâtre du Crous et qui se trouve juste à l'entrée du campus de Montpellier 2. C'est un temps donc, qui va être un temps de visibilité et d'aboutissement pour des projets artistiques étudiants, des projets de création. Après, c'est pas uniquement théâtral, il y a aussi de la danse, il y a aussi de la musique. C'est un spectacle vivant, le spectre est un petit peu plus large. Et après, comme le disait Fred à l'instant, c'est-à-dire qu'après, il y a des contextes différents. C'est-à-dire qu'il y a tant des projets qui sont vraiment d'initiative étudiante. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés en collectif, ils ont décidé de monter un texte ou d'avoir une création chorégraphique. Ils ont répété tout au long de l'année, on a pu les aider, par exemple en leur mettant à disposition des locaux de répétition. Et là, c'est le temps de la visibilité avec le public. Et là, on essaie de leur mettre à disposition un écrin et un temps avec des conditions professionnelles. C'est-à-dire qu'on essaie d'amener une ambition professionnelle à des pratiques amateurs. Donc on est vraiment dans une démarche de valorisation. Et après, il y a d'autres projets qui, eux, ne sont pas d'initiative étudiante stricto sensu. C'est-à-dire c'est aussi les résultats des ateliers de création que l'on a, nous, depuis le début de l'année. Et c'est un peu l'aboutissement de ce travail. Et là, donc, ils ont cette opportunité et cette chance donc, d'arriver au bout d'une aventure de création, c'est-à-dire cette rencontre avec le public. C'est de la musique, du théâtre ?
théâtre, musique, danse, principalement. On est vraiment dans le spectacle vivant parce que l'outil est dans une configuration théâtre, une scène et du public en face. Entendu. Donc là aussi, j'imagine une adresse, un site internet pour la programmation. www.crous-montpellier.fr, rubrique culture. Et des exemples. Ben voilà, il affiche que je vois qu'on a vu beaucoup dans Montpellier. Et en l'occurrence, quelques spectacles qui, du coup, ont perduré à la suite de l'expérience in vitro, qui ont pu être diffusés ailleurs à la faveur de cette expérience. Après, il y a des diffusions, mais qui sont principalement régionales. Après, il y a des équipes, par exemple, il y en a qui vont ne serait-ce qu'au niveau local, et ça peut très bien rejouer dans une maison pour tous, comme Rosalie Park à Montpellier. Certains vont participer à un festival qui est aussi destiné au théâtre amateur qui a lieu à 7. Et après, c'est suivant on va dire les connexions et les parcours de chacun. Ça a très bien pu jouer à l'étranger ou jouer ailleurs en France, mais c'est souvent dans une démarche personnelle, parce qu'il va y avoir une connexion, une possibilité, ou parce qu'ils ont la volonté de participer à tel ou tel festival. Mais c'est leur propre parcours. Entendu. Ben, merci beaucoup à vous. Bon festival à tous les deux, in vitro et au Théâtre de la Vignette. Une émission qui tire à sa fin, mais avant, évidemment, on va faire un petit point d'agenda. Aurélie Lieuvin, vous êtes responsable du service communication au CNRS et vous avez, je crois, une première annonce à nous annoncer. Mais d'abord, une première remarque. Bonjour Damien, vous recevez beaucoup de monde, dites-moi, aujourd'hui. Waouh, je suis très impressionnée. Donc moi, j'ai juste une petite annonce d'un congrès européen qui va se passer en juin, le 26 et 29 juin, qui a lieu tous les 2 ans dans une ville européenne. Et cette année, 2013, c'est à Montpellier que ça se passe. Donc ce congrès, c'est Shakespeare et le mythe. Il est organisé par l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, qui est une unité de recherche CNRS et Université Paul Valéry Montpellier 3. Pourquoi on veut vous en parler? Parce que comme beaucoup de congrès qui s'organisent, de plus en plus en tout cas de congrès qui s'organisent tant à Montpellier que dans d'autres villes en France et j'imagine ailleurs aussi, la volonté des scientifiques est d'ouvrir ce type de manifestation proprement scientifique, justement destiné à une communauté scientifique, au grand public. Et là, en l'occurrence, pour Shakespeare et le mythe, il y aura la représentation d'une pièce de théâtre, Richard II, dans le cadre du Printemps des comédiens, et ça aura lieu donc mercredi 26 au Domaine d'Eau, je crois, le Printemps des comédiens. Voilà, donc mercredi 26, le Printemps des comédiens avec Shakespeare et le mythe de l'âge classique. Eh ben, c'est annoncé, on viendra avec grand plaisir. Autre annonce, c'est ce soir, ce jeudi 16 mai au cinéma Diagonale, à 17h40, la diffusion d'un film qui s'appelle H2O, l'or bleu, avec la participation justement de 2 chercheurs, un chercheur de l'IRD, un chercheur de l'IRSTEA. Donc rendez-vous au cinéma Diagonale ce soir, diffusion du film Chinatown aussi et discussion autour de ce film. Eh bien écoutez, Campus Mag LR numéro 2, c'est terminé. Rendez-vous, ce sera toujours en direct, c'est le 27 juin, ce sera au Presse Sud de France à 16h. À tous, merci merci à tous, merci de votre accueil, merci à tous les invités. Bonne soirée, bonne journée.